bonjour. Bon, il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Devenez beau, riche et intelligent avec PowerPoint, Excel et Word », dans lequel je fustigeais l'utilisation de PowerPoint et comment ça mettait la pensée en boîte, mais je dois avouer que je ne sais pas faire des présentations sans PowerPoint, donc j'ai un peu mon anti-sèche ici, et voilà. Bon, en fait, je ne dois pas avoir besoin de PowerPoint, parce que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous raconter ma vie. De toute façon, je ne sais rien faire d'autre. Je suis né à Beyrouth, au Liban. Alors, vous vous en souvenez certainement pas, mais au Liban, il y a eu une guerre pendant 15 ans, une guerre civile. Alors, c'est un endroit très, très formateur, une guerre civile, parce que, d'une part, vous n'avez pas d'électricité pendant 2 ans, vous ne pouvez pas communiquer au-delà de votre pâté de maison, vous ne savez pas de quoi le lendemain est fait, mais ça vous prépare à quelque chose de fondamental quand vous faites ce que je fais depuis, c'est être à l'aise dans les situations d'incertitude. Parce qu'en fait, depuis bientôt 30 ans, j'ai 50 ans, ce que je fais dans la vie, c'est de l'innovation radicale. Alors, qu'est-ce que c'est l'innovation radicale par rapport à l'innovation ? Pour faire simple, quand vous faites un iPhone, vous faites bêtement de l'innovation. C'est-à-dire que vous prenez une catégorie d'objets qui existent, des téléphones, vous prenez un certain nombre de technologies qui existent et qui sont matures, les écrans tactiles, etc., et vous en faites juste la meilleure combinaison possible. Mais vous avez un marché qui existe, vous avez un business model qui existe, vous avez une clientèle qui est déjà déterminée. L'innovation radicale, c'est quoi? C'est pour prendre la même entreprise, pour prendre Apple, vous prenez l'Apple I en 1976, qui était un truc à construire soi-même, qu'on mettait dans une boîte en bois. Ben, en fait, vous créez un produit dans un marché où vous ne savez pas s'il y a un marché déjà, s'il y a des utilisateurs. Vous avez généralement une technologie qui ne marche pas très bien, qui sert généralement à rien. Bref, globalement, tout montre que ce que vous êtes en train de faire est suicidaire. C'est que selon les règles habituelles du marketing, aucune des règles ne s'applique. Par exemple, inventer le livre quand vous êtes Gutenberg, ce n'était pas une bonne idée. Si vous prenez d'un point de vue business, ce n'était pas une bonne idée. La plupart de votre marché était analphabète. Qu'est-ce que vous emmerdez à faire des bouquins? Et pourtant, quand vous avez une innovation comme ça, il faut bien que quelqu'un commence. Il faut bien faire le premier micro-ordinateur, il faut bien faire le premier livre, il faut bien faire le premier fournisseur à Internet. Et donc, c'est ça que à force et un peu par accident, j'ai appris à faire depuis le tout début. Enfin, tout a commencé par un accident. Au départ, j'avais commencé à faire des études qui n'avaient rien à voir. Je fais des études de sémiologie. Et en 1983, je devais prendre une UV supplémentaire pour terminer mes inscriptions. Et comme j'étais en retard, j'ai pris tout ce qui se présentait un peu par hasard. Et je suis tombé sur un cours qui s'appelait télématique. Je ne savais pas ce que c'était télématique, mais ça sonnait bien. Et là, je suis tombé donc par hasard sur les tout débuts du Minitel. Et donc, bon, à l'âge que vous avez, vous ne connaissez probablement pas le Minitel. Qui connaît le Minitel? Bon, ça fait encore plaisir. Et là, c'était les tout débuts du Minitel. On s'est retrouvé à la fin avec 17 millions de Minitel en France, mais à cette époque-là, il y en avait 7000 dans la nature. Et donc, en découvrant le Minitel à cette époque-là, j'ai découvert 2 choses. L'ivresse d'arriver sur un terrain vierge, ou surtout quand on a 22 ans, d'arriver sur un terrain où rien n'a été fait et où vous êtes suffisamment aussi légitime que n'importe qui pour inventer des choses. J'ai aussi découvert qu'on pouvait connecter autre chose qu'un téléphone à une ligne téléphonique et donc qu'on pouvait faire des choses sur des lignes téléphoniques. Et accessoirement que le Minitel pouvait rendre riche, ce qui n'était pas inintéressant. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis devenu cette espèce de pionnier professionnel, cherchant toujours à être le premier sur des technologies en devenir. Alors, être un pionnier, en général, on s'en gargarise, etc. Mais en fait, être un pionnier, c'est à la fois un mélange de courage et de grande lâcheté. Parce que quand vous êtes le premier dans un domaine, bon, il faut du courage parce que personne ne l'a fait avant vous, donc vous ne savez pas si ça va marcher ou pas. Mais c'est aussi une grande lâcheté parce que c'est beaucoup plus facile d'être le premier et tout seul sur un terrain que de rentrer sur un domaine dans lequel toutes les places sont prises et trouver la niche ou le moyen d'arriver à vous imposer sur un marché. Donc il faut pas vraiment glorifier le pionnier, il y a aussi de la lâcheté à être un pionnier.
Donc, voilà, j'ai fait du Minitel pendant 10 ans jusqu'en 94, et en 93-94, je me suis posé la question de savoir ce qui venait après le Minitel. Parce que les temps changeaient. Là où, dans les années 80, les gens n'avaient pas d'ordinateur, n'avaient aucun objet numérique chez eux, le Minitel était quelque chose de nouveau. Le temps passant, à partir du début des années 90, les gens avaient de plus en plus chez eux des micro-ordinateurs et donc avaient pris de plus en plus goût au fait qu'ils pouvaient eux-mêmes produire des choses localement. Ils n'étaient pas simplement les consommateurs d'un service, mais que dès lors que vous avez un micro-ordinateur, vous pouvez vous-même produire des documents, modifier des choses, etc. Donc c'était le début d'une histoire qui n'est toujours pas terminée, qui est celui de l'empowerment de l'utilisateur. Mais il manquait quelque chose dans cette histoire d'empowerment, c'était que l'utilisateur, localement, il pouvait faire ce qu'il voulait sur son ordinateur, mais dès lors qu'il fallait distribuer ce contenu, ben, il était limité à lui-même. Donc, pour moi, l'étape d'après, c'était de trouver le pendant réseau du micro-ordinateur, c'est-à-dire de lui donner une possibilité de pouvoir distribuer tout ce qu'il pouvait produire localement. Donc, j'ai découvert l'Internet en 92-94. En 92-94, l'Internet, ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît. C'était l'Internet d'avant le web. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des navigateurs web. Et on tapait des lignes de commande sous Unix et on avait des réponses qui étaient uniquement du texte en vert sur un fond noir. Et je voyais mal comment on pouvait populariser ou faire quelque chose de grand public à partir de ça. Et puis, en novembre 93, un ami me montre un truc qu'il venait de recevoir et ça s'appelait Mosaic. C'était le premier navigateur web et pour moi c'était Star Trek parce qu'il a ouvert ce truc-là. On a attendu très très longtemps et au bout de 10 minutes, il y a une photo d'un barbu qui s'est affichée. Il y avait des textes sur un fond gris avec certains bleus soulignés et puis on pouvait cliquer avec une souris sur des mots et puis ça amenait à une autre page. Et sur certains liens, on pouvait cliquer et attendre 20 minutes, et au bout de 20 minutes, on avait du son. Il y a très peu de moments dans la vie où on a ce genre de conviction que c'est ça qu'il faut faire. On ne sait pas exactement ce que c'est ça, mais que là, il y a quelque chose. Et donc, je me suis mis en tête de créer une boîte de ça. Donc, FranceNet est né le 8 juin 1994. C'était la toute première boîte d'Internet en France. Il y en avait quelques-unes aux États-Unis. Et c'est un moment extrêmement angoissant. En gros, on est balancé à la fois avec la certitude d'avoir raison, sinon on ne l'aurait pas fait, et avec ce gros doute qui est « mais si j'ai raison, pourquoi c'est moi qui ai raison ?» C'est-à-dire, qui suis-je pour avoir raison contre tout le monde quand vous êtes petit et moche et vous vous dites pourquoi toutes ces grosses boîtes, tous ces opérateurs télécoms, si c'était une bonne idée, c'est eux qui l'auraient fait et pourquoi c'est moi? Mais en fait, la réponse, c'est qu'il arrive que vous ayez raison à vous tout seul, même si vous êtes petit, même si vous êtes moche. La deuxième chose, c'était que selon toutes les... si on regardait ce qu'était l'Internet à cette époque-là, l'Internet, d'abord, ça ne marchait pas du tout. C'est qu'on s'adressait à un public dont on supposait qu'il avait un micro-ordinateur. Il y en avait de plus en plus, mais il n'y en avait pas beaucoup. Que les gens avaient un modem chez eux, ce qui était beaucoup, beaucoup plus rare. Que ce modem fonctionnait, qu'ils avaient les bons logiciels pour se connecter à l'Internet, puisque les logiciels, aujourd'hui, on les télécharge, mais avant l'Internet, on ne pouvait pas les télécharger. Encore fallait-il que les gens les aient. Et quand tout ça marchait et qu'on arrivait à se connecter sur l'Internet, il n'y avait rien d'utile, parce qu'il n'y avait que des facs qui étaient connectés à l'Internet, et donc le contenu était en anglais et inutile, sauf si on était physicien nucléaire. On ne pouvait même pas envoyer d'email, parce que la plupart des gens qu'on connaissait n'avaient pas d'adresse email, donc on n'avait pas de personne à qui envoyer d'email. Donc comment vous démarrez une situation comme ça, où vous avez un truc qui ne marche pas et qui est inutile? Il y a un truc qui est très bien dans la vie, c'est les early adopters. Les early adopters, on les adore, parce que c'est ceux qui, malgré tout, même quand les choses ne marchent pas, même quand les choses sont chères et inutiles, ils sont prêts à s'embarquer là-dessus. Donc aujourd'hui, on a du mal à imaginer que l'Internet ait pu ne servir à rien, ait pu être vide. Certains jours sur Yahoo, il y avait une rubrique sur Yahoo qui s'appelait What's New on the Internet, qui listait les nouveaux sites apparus, et certains jours, il n'y en avait pas.
et les jours où il y en avait beaucoup, il y en avait 5. Il y avait 5 nouveaux sites dans la journée. Et puis on allait les voir, même si c'était un type qui vendait des canapés-lits, on allait voir un site d'un type qui vendait des canapés-lits parce que c'était nouveau et que voilà, soudain on s'intéressait aux canapés-lits. Mais autant on a du mal à s'imaginer comment les choses étaient avant, on a aussi du mal à se projeter dans le futur, c'est-à-dire à imaginer comment les choses vont devenir après. On a toujours le sentiment, surtout dans la technologie, qu'on est arrivé à une situation indépassable et qu'après, ça va être comme maintenant, mais en mieux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parce qu'aujourd'hui on a des ordinateurs, des téléphones portables et des télévisions, l'avenir, dans 10 ans, 15 ans, ça va être de meilleurs téléphones et de meilleures télévisions et de meilleurs ordinateurs. Et on a des trucs du genre le téléphone du futur qu'on imagine que greffé à la peau ou sans écran, etc. Ou la télévision du futur. Et donc on extrapole à partir d'un existant en imaginant que les choses vont rester à partir de maintenant, qui est une situation parfaite, parfaitement linéaire. Or, quand on regarde l'évolution des technologies, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bon, là, c'est le genre de situation où il aurait été bien d'avoir des images, mais si on prend par exemple l'exemple des horloges. Au début, faire une horloge, ça coûtait très très cher et c'était très compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? À l'intérieur même d'une communauté, d'un village, on construisait une tour, on mettait une horloge dessus pour que l'ensemble de la communauté puisse avoir l'heure. Et puis, on sonnait des cloches pour indiquer les moments de la journée parce que les gens n'avaient pas les moyens d'avoir ça chez eux. Et puis, la technologie se miniaturise, se devient beaucoup plus accessible et les gens commençaient à avoir des horloges chez eux, une horloge pour l'ensemble de la maison. Et après, elle se réduit encore jusqu'au moment où les gens avaient des montres à gousset, etc. C'était un objet cher, un peu de prestige, mais que les gens pouvaient avoir. Jusqu'au moment où vous devenez un objet extrêmement populaire, extrêmement large, et vous avez des swatchs partout et des montres jetables, etc. Tout ça, c'est le même objet, le même produit, la même fonction qui devient de plus en plus accessible, de plus en plus performante, etc. Mais à un moment donné, il y a une discontinuité dans cette progression où les choses deviennent pervasives. C'est-à-dire que aujourd'hui, la fonction donner l'heure, ce n'est pas une tour, ce n'est pas une montre, ce n'est pas une swatch qui la donne. Vous en avez dans votre cafetière, vous en avez sur votre micro-ondes, vous en avez dans votre lecteur de DVD. Tout, ça devient simplement une fonction d'un appareil, d'un autre appareil. La même chose s'est passée avec la musique. La musique, on construisait des salles de concert pour pouvoir écouter de la musique jusqu'au moment où c'est devenu une application parmi tant d'autres dans un autre domaine. Et donc, si on prend le cas particulier de la communication et des télécommunications, on est parti d'une situation où là aussi il fallait construire des bâtiments pour pouvoir communiquer avec des sémaphores qui étaient des systèmes pour communiquer à distance. Puis on a eu des téléphones et puis on a eu des téléphones portables. Mais pourquoi cette capacité de communiquer devrait-elle être réduite à un seul appareil ou à quelques appareils, un téléphone, un ordinateur, etc., comme dans le cas de l'horloge? Pourquoi cette capacité ne devrait-elle pas venir habiter n'importe quel autre objet de la même manière qu'on a mis des horloges dans tout? On pourrait rendre cette capacité de communication à tout. D'autant que depuis 10 ans, on a des technologies qui le permettent. Le Wi-Fi, ça coûte pas cher. Le RFID, ça coûte pas cher. Le Bluetooth, ça coûte pas cher. Et donc, rajouter 1-2 $ de plus à n'importe quel objet pour le rendre communicant est économiquement faisable et techniquement faisable. Donc, par définition, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il y a une espèce d'évolutionnisme industriel qui fait qu'on ne rajoute pas des choses à un produit parce que ça apporte des fonctionnalités. Si vous êtes le fabricant un fabricant de pèse-personnes, votre problème, c'est de continuer à vendre des pèse-personnes. Et donc, lorsque vous fabriquez des pèse-personnes mécaniques et que du jour au lendemain, vous avez des chips qui coûtent 3 fois rien, que vous pouvez mettre dans votre produit, vous allez transformer vos pèse-personnes mécaniques en pèse-personnes numériques. Qu'est-ce que le pèse-personne numérique fait de mieux qu'un pèse-personne mécanique? Fonctionnellement, rien de plus. Si demain, votre pèse-personne, vous pouvez rajouter une fonction de communication dedans et que ça vous coûte entre 50 cents et 1,50 $ dans un pèse-personne et que ça va inciter tout le parc à se renouveler, vous allez le faire. Et quels sont les fonds? À quoi ça sert? Vous poserez la question plutôt après, vous trouverez bien 2-3 alibis pour le faire. De toute façon, les pèse-personnes numériques n'apportent à l'utilisateur aucune fonctionnalité supplémentaire que
que ce que les personnes mécaniques apportaient. Donc, fort de tout ce raisonnement, on s'est dit, avec mon ami Olivier Mével, il est inéluctable que tous les objets vont devenir communicants, donc on va créer une boîte pour faire juste ça. Rendons tous les objets communicants. Donc on a créé Violet, et comme il fallait créer un... Donc l'ambition c'était de rendre tous les objets communicants, mais les objets il y en a beaucoup, il fallait bien commencer par un seul, et donc on a décidé de commencer par le lapin. Pourquoi le lapin? Parce que il fallait avant toute chose, pas simplement connecter un produit, mais en même temps faire passer un message. Donc c'était à la fois une espèce de manifeste autant qu'un produit. Si vous commencez par connecter, je ne sais pas moi, un frigo, ce qui est une très mauvaise idée par ailleurs, les gens vont trouver normal qu'on puisse connecter les frigos. Là, le message, c'était plutôt, désormais on peut connecter n'importe quoi, y compris des choses aussi absurdes qu'un lapin. Par ailleurs, notre approche, c'était que de toute façon, quand on passe dans toutes les projections futuristes qu'on fait, on oublie toujours les stades intermédiaires, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens vont aller de l'âge de pierre à l'âge des voitures volantes du jour au lendemain, alors que en fait ça se passe jamais comme ça, et c'est pour ça qu'on se trompe toujours quand on fait des projections dans le futur. C'est que le futur n'arrive pas du jour au lendemain, c'est une succession de micro-décisions qui sont faites, qui sont bâties les unes au-dessus des autres, et c'est ça qui fait que le futur devient ce qu'il fait, et ce qu'aujourd'hui on estime inconcevable, voire inacceptable socialement, devient possible dans 10 ans parce que c'est une succession de micro-décisions. Et donc il fallait faire un objet qui soit une micro-décision pour les gens, c'est-à-dire un objet qui soit mignon, les gens ils s'en foutent de savoir s'ils veulent acheter un objet communicant ou pas, il faut leur vendre quelque chose qui soit attachant, sur lequel ils se disent ça coûte 100 €, je mets 100 € et j'ai un plaisir immédiat. Et ce faisant, ils découvrent l'intérêt d'avoir chez eux un objet communicant qui n'est pas un téléphone ou qui n'est pas une télévision. Bon, on s'est bien amusé à faire Nabaztag, le lapin communicant. Déjà, pourquoi c'était un lapin au départ? C'était par hasard, parce que donc on cherchait une idée pour faire un objet communicant, et ce jour-là, sur mon bureau, il y avait un lapin. Et j'ai dit à Olivier, bon, on n'a qu'à prendre ce lapin, on n'a qu'à fourrer du Wi-Fi dedans, et paf, on a un lapin communicant. Et donc, ce qu'on a aimé dans l'histoire, c'était surtout l'expression « le lapin communicant ». Parce que la phrase semblait tellement absurde qu'on avait une espèce de catchphrase pour pouvoir faire la communication autour de ça. C'est qu'en gros, ce n'est pas le tout de mettre un produit en place, il fallait aussi arriver à créer le buzz ou la couverture médiatique autour de ça. Or, lapin communicant est une formulation absurde, et voire en anglais, elle est encore plus absurde. The first wireless rabbit est absurde parce qu'on a l'impression qu'avant, les lapins avaient été connectés avec un fil et que soudain, les lapins étaient libérés de leur fil. Donc, après on a réanalysé pour savoir s'il y avait d'autres options que le lapin, mais en fait, le lapin était l'objet parfait pour des tas de raisons. Le lapin est un truc neutre, attachant, à la fois provoquant, mais très très consensuel. Il a 2 grandes oreilles. Les 2 grandes oreilles étaient extrêmement utiles parce que on voulait faire un objet qui bouge. Et donc, dont on remarque les mouvements. Et donc, chez tous les autres animaux, vous allez bouger des parties qui ne sont pas très, très visibles à distance. Donc, les oreilles n'étaient pas compliquées à faire bouger et en même temps assez ostensibles. On s'est bien amusé à casser les codes habituels de la technologie, parce que non seulement il fallait faire un objet innovant, mais il ne fallait pas après le ramener dans le giron habituel de la technologie en reprenant les codes de la technologie, d'où un nom à coucher dehors, Nabaztag, qui ne veut jamais que dire lapin en arménien. Donc, si on l'avait appelé iRabbit ou iRabbit, etc., on revenait dans le giron de la technologie. Donc, il fallait créer cette espèce de barrière initiatique qui est trouver un nom qui est suffisamment difficile à prononcer pour que apprendre à le prononcer fait de vous déjà un initié et vous valorise en tant que possesseur de lapin. On a même cassé les codes
nommage des versions, c'est-à-dire que la deuxième version de Nabastag ne s'appelait pas Nabastag 2.0, mais s'appelait Nabastag Tag. Donc l'idée, c'était qu'à chaque génération, on rajoutait un tag derrière et qu'à la 13e génération, ça s'appellerait Nabastag Tag Tag Tag. Et puis, donc le temps a passé. Aujourd'hui, je ne fais plus Nabastag. Ça a été repris par Aldébaran, qui fait des robots. Et pendant un certain temps, on a continué à me poser la question de c'est quoi cet Internet des objets, parce que depuis ce truc-là qu'on voyait chez Violet a trouvé un nom, ça s'appelle l'Internet des objets. Et donc, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai un journaliste ou quelqu'un qui me demande mais c'est quoi l'Internet des objets, quand est-ce que ça commence, etc. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être, on se trompait de débat. Et que la façon dont on avait posé la question chez Violet n'était pas la bonne, que le but n'était pas finalement de connecter les objets, enfin qu'on était dans ce genre de situation où quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, le fait de connecter les objets n'est qu'un moyen de parvenir à l'objectif final. En fait, le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est dans un modèle qui est dit du guichet. C'est quoi le modèle du guichet? C'est que le modèle du guichet, il commence au Minitel et il va jusqu'à Nabastag, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez besoin d'interagir avec de l'information, vous allez devant un guichet. Ce guichet, c'était un Minitel, c'est devenu un ordinateur, c'est devenu un iPhone, ça pouvait être un lapin. C'est-à-dire que c'est l'endroit où ça se passe. C'est comme si vous étiez dans un désert et chaque fois que vous avez soif, vous marchez jusqu'au puits et pour boire de l'eau, il n'y a pas de l'eau ailleurs que dans ce puits. Pour vous donner un exemple pratique, supposez que vous voulez faire un service de régimeducamp.com dans un modèle dit du guichet. Qu'est-ce que vous allez dire à votre utilisateur? Vous allez lui dire tous les matins, je veux que tu montes sur ton pèse-personne, que tu regardes le poids qu'il affiche, que tu retiennes ce poids, que tu marches jusqu'à ton ordinateur ou ton iPhone, etc., que tu rentres cette donnée sans l'avoir transformé pour que je puisse te rendre le service. Vous prenez parallèlement à ça la balance WeThings qui est directement connectée à Wi-Fi, en Wi-Fi à l'Internet. Vous dites à votre utilisateur, monte sur ta balance. La différence entre les deux, elle est énorme. C'est-à-dire que dans un premier cas, vous allez obtenir d'abord, vous allez vous adresser qu'à des utilisateurs qui sont motivés. Parce que la vraie difficulté, ce n'est pas de faire communiquer les objets. La vraie difficulté et les vrais goulots d'étranglement et les véritables enjeux, ils ne sont pas dans la technologie ou dans les services. Ils sont du point de vue de l'utilisateur. On a de plus en plus un utilisateur qui est aujourd'hui sursollicité en termes d'attention, c'est-à-dire que tout le monde se bat pour une fenêtre de son attention et donc et toute la tendance à laquelle on a assisté depuis les débuts de l'Internet, c'est mettre des écrans de plus en plus partout pour pouvoir choper des petites miettes d'attention de par-ci par-là. La téléphonie mobile, ça a permis de rentabiliser des micro-zones d'inattention qu'on avait dans le métro, dans les salles d'attente, dans les trucs. On va pouvoir utiliser ça, mais quoi qu'on fasse, à la fin, il y a malgré tout une capacité d'attention qui est finie, et à un moment donné, on va finir par ça. Donc tout le monde se bat pour cette même attention, donc il faut savoir comment on va pouvoir véhiculer de l'information autrement que par passer par cette fenêtre d'attention. Et dans l'autre sens, dans le sens où c'est l'utilisateur qui fournit des informations, il y a une pénurie de motivation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on va chercher l'information par un utilisateur qui lui-même arrive au guichet en disant « Tenez, voilà ce que j'ai, donnez-moi quelque chose en échange », il ne va le faire que si il a une motivation qui n'est pas la même chose qu'un intérêt. On peut avoir un intérêt sans avoir la motivation de le faire. Et donc, pour revenir à mon exemple du régime, on va pouvoir fournir ça à un certain nombre de gens qui ont une motivation forte pour faire la démarche d'aller porter sa donnée, alors qu'à partir du moment où on va rendre les choses beaucoup plus connectés, on va pouvoir s'adresser à des gens qui ont toujours un intérêt pour leur forme, pour leur santé, etc., mais avec un niveau de motivation nettement plus bas. Ce niveau de motivation, le fait de le baisser a une autre influence, c'est qu'on va passer d'un domaine où aujourd'hui on attrape une donnée une fois de temps en temps d'un utilisateur,
et donc où on a des espèces d'énormes pixels sur le comportement de l'utilisateur, à une situation où, comme enregistrer les données se fait de manière fluide, permanente dans la vie quotidienne de l'utilisateur, on va avoir des données en haute définition du comportement de l'utilisateur, des choses qui ne lui coûtent pas cher à fournir, et donc comme elles sont beaucoup plus fines, on va pouvoir fournir des services beaucoup plus fins. Donc en gros, ce sur quoi aujourd'hui nous travaillons dans mon entreprise Sense, c'est ce passage-là, ce passage du modèle du guichet où on avance clopin-clopant, c'est-à-dire en gros on vit un peu et puis on se met sur la bande d'arrêt d'urgence pour rentrer des informations sur nos terminaux, et puis on continue à vivre et on repasse sur nos terminaux, etc., à un monde dans lequel on ferait que vivre naturellement, c'est-à-dire où la collecte de l'information, voire la restitution de l'information, s'inscrit directement dans ce que je fais. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'achète un matelas Dunlopillo, il y a des capteurs à l'intérieur. Dunlopillo ne me vend pas uniquement la promesse que je vais bien dormir dans sa publicité, mais qu'elle a une obligation de résultat. Quand je veux, je peux regarder combien je dors, parce que mon matelas mesure aussi ma qualité de sommeil, et j'ai rien de particulier à faire, il y a juste des capteurs dans mon matelas. Ça s'applique dans la forme, la beauté, la santé, vos plantes vertes, votre chien, vos histoires d'amour, la sécurité, tout un tas de domaines. Voilà un peu. Donc Sense aujourd'hui, c'est une toute jeune boîte. On est 12 personnes, ce qui est beaucoup plus que ce qu'était par exemple FranceNet au tout début, où on était 1 personne et demie. Et voilà, aujourd'hui, on est dans la phase de recherche et développement, et on va sortir des nouveaux produits plus tard à la fin de cette année. Voilà, je crois que je vais arrêter là, et puis à partir de tout ça, voir s'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres.